Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bienvenue, nous revoilà de retour. J'espère que la journée, l'après-midi, les échanges sont riches et féconds pour vous toutes et tous. On revient sur un nouveau format de tribune des décideurs. Chose promise, chose due, on continue notre tour d'horizon des filières et des grands capitaines d'industrie avec vous, Pierre-Étienne Binschedler, vous êtes PDG de Soprema. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous faites. Pardon, voilà. Je reprends. Ok, c'est bon. On s'est dit ce matin à quel point la question notamment des isolants était centrale, à quel point la demande allait croître, pour ne pas dire exploser, enfin si on veut bien faire les choses du moins. Votre activité donc est au cœur de la transition là qu'on doit entreprendre. Peut-être que vous pouvez commencer par nous parler de ce que ça veut dire en termes de poids carbone, votre activité. Oui, alors là, il y a un premier slide qui explique ce que c'est le scope 1 et le scope 2 du groupe Soprema, donc dans l'ensemble de ses activités. Et on constate que finalement, c'est 164 000 tonnes de CO2. Mais si vous passez le slide suivant, ça devient très intéressant. Parce que le scope 1 et le scope 2, donc ce qui est la consommation énergétique, donc électricité, gaz, fuel, etc., pour produire nos matériaux, est finalement quelque chose de très faible par rapport au total du poids carbone, qui représente 3 300 000 tonnes à peu près, et le scope 1 et le scope 2 ne représentent que 5% à peu près. Donc bien sûr qu'il faut travailler sur la partie énergétique, surtout en ce moment où c'est pas que le poids carbone, mais c'est surtout le tarif que l'on paye qui est quelque chose de très contraignant, et espérons avoir assez d'énergie cet hiver. Mais ce sont les matières premières qui sont le sujet le plus impactant. En poids carbone, hein, j'entends. Et là, ça fait réfléchir parce que c'est vrai qu'on fabrique des isolants thermiques, d'autres produits, bien évidemment, de l'étanchéité, qui était le cœur de notre métier il y a encore 30 ans, et quelques autres produits. Et on a un gros travail à faire si on veut décarboner notre entreprise et contribuer ainsi au bien-être de la planète. Alors c'est vrai qu'on peut s'amuser à calculer pour les isolants les émissions évitées. C'est ce que peuvent faire certains. Mais finalement, tous les isolants thermiques devant être un isolant, on va rentrer dans quelque chose qui va nous mettre tous au même niveau. Ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à produire des isolants qui eux-mêmes ne sont pas trop carbonés au départ. Et la nouvelle réglementation française qui rentre en vigueur prévoit d'avoir quand même un poids carbone à la construction et pas simplement durant l'exploitation du bâtiment. Alors nous sommes chanceux parce que d'abord on a déjà constaté qu'on a beaucoup de choses à faire, mais surtout ça fait suite à un long travail que nous avions fait qui a commencé en 2008-2009, où on voulait sortir complètement du pétrosourçage de nos matières premières. On avait lancé un très grand programme de R&D, et le directeur de la R&D à l'époque, qui est toujours le même aujourd'hui, mais à l'époque avait fait le constat que finalement partir dans le bio c'était une très bonne idée, puis c'était un peu à la mode à l'époque, mais qu'il y avait une ressource extraordinaire qui étaient des produits qui avaient déjà eu une première vie. Et on a développé, on a donné ce nom à ces matières premières, c'est l'éco-sourçage, c'est-à-dire que soit les matières premières viennent d'un produit qui a déjà eu une première vie, ou pourrait venir du bio. Mais il est vrai que si vous regardez le cours du baril, qui est plus ou moins autour de $100 le baril, c'est 156 litres, je crois, d'énergie pure ultra-industrialisée. Pour qu'on trouve une huile aussi performante et aussi peu chère, il nous faudra encore beaucoup de temps. Donc on a intérêt à bien évidemment trouver des solutions alternatives à ce qui existe, mais peut-être que nous avons un gisement extraordinaire
ce sont les produits qui sont déjà sur le marché. Et il y a un autre sujet là-dessus, c'est sur ces 95% que représente le scope 3, 25% c'est à peu près la fin de vie du produit. Donc c'est le recyclage en fin de vie de produit. Donc ça donne un énorme champ de travail sur la conception des produits, bien évidemment, pour qu'à l'origine ils ne soient pas carbonés, mais également dans la manière dont ils vont être utilisés, parce qu'il va falloir pouvoir déconstruire dans 30, 40 ou 50 ans facilement les produits qui ont été utilisés pour pouvoir être recyclés très facilement. Donc c'est un vrai challenge, c'est le challenge, je pense, auquel sont soumis toutes les entreprises. Et bien évidemment, chez Sopoma, on espère être un peu en avance sur tout le monde. Et effectivement, pour appuyer ce que vous dites, que ce soit dans le neuf avec des niveaux de performance de plus en plus élevés qui sont attendus, ou en rénovation, ce matin on s'est donné des chiffres vertigineux, on s'est dit qu'il fallait atteindre les 700 000 voire 1 million de logements par an réhabilités et rénovés énergétiquement. On voit la quantité de matière qu'il y a derrière et donc l'importance de décarboner cette matière. C'est pas tout ce que vous faites. Non. Tout d'abord, aujourd'hui, les produits issus du recyclage représentent déjà 15% de nos matières premières et je pense que d'ici 2 ans, on sera plus proche de 22-25%. Mais nous avons sorti le 17 octobre nos factures qui sont maintenant en CO2. Et à notre connaissance, c'est une première mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est une facture CO2? C'est une facture comme toutes celles que vous recevez avec des kilos, des litres et des euros par unité et un total. Mais pour chaque produit, lorsque ça a été possible, nous avons indiqué le poids carbone du produit unitairement, ainsi que le transport depuis l'usine jusqu'au chantier où il va aller, le poids carbone du transport. Alors, c'est bien évidemment pas complet, puisque sur les 100 000 produits que nous avons à la gamme, nous sommes dans l'incapacité de le calculer pour tous, pas qu'on ne le veuille pas, mais parce que nous n'avons pas l'information de la part de nos fournisseurs. Mais ce que nous voulons en faisant cela, c'est commencer à mettre dans l'esprit de nos clients utilisateurs ou applicateurs le fait qu'ils peuvent faire un choix entre un produit qui est plus ou moins carboné pour la même utilisation. Et en faisant cela, on va contribuer à avoir dans notre chiffre d'affaires des produits qui eux-mêmes pèsent moins en carbone, donc arriver à réduire notre empreinte carbone. Et puis il y a également un impact interne très fort, puisque on a constaté en lançant cela que finalement beaucoup de nos collaborateurs sont très sensibles au sujet. On pensait que, évidemment, on nous dit que les jeunes sont très sensibles, on les voit manifester et ils ont bien raison de se plaindre de l'inaction dans laquelle nous sommes, ou du manque d'action volontariste dans laquelle nous sommes. Mais en interne, ça crée également beaucoup d'engouement et puis ça permet de donner un outil de mesure. Donc depuis le 17 octobre, si vous avez la gentillesse de nous passer une commande, vous recevrez votre facture avec le poids carbone qu'elle représente. Et il faut souligner... N'hésitez pas. Et il faut souligner... Et si on doit faire une remise, c'est pas sur le CO2. Hein, c'est pas sur le CO2. Et si j'ai bien compris, il faut souligner que c'est pas un calcul... à la louche, comme ça, c'est un travail, c'est un casse-tête même pour non, tout à fait. Le dire comme ça. Les personnes qui s'occupent de cela font cela le plus sérieusement possible. On est contrôlé par des auditeurs externes et pour être certain que notre démarche est bonne dans l'approche des sujets, nous avons fait également un appel à des experts pour valider notre démarche, ce qui est évidemment fondamental. Et donc ça veut dire, vous l'avez un peu esquissé, mais ça veut dire adapter la facture en fonction de chaque produit, d'accord, mais même en fonction de l'origine de chaque produit. Oui, tout à fait. Alors ça peut sembler simple, on se dit je calcule le poids carbone d'un produit et puis je suis tranquille. Mais pas du tout. Vous changez de fournisseur parce que vous trouvez une matière première plus performante, justement, qui est moins carbonée. Ça veut dire que tous les produits dans lesquels cette matière première va rentrer, vous devez refaire le calcul en permanence. Donc, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps et qui va pouvoir légitimer le travail qui est fait.
Mais c'est très intéressant parce que vous voyez, je parlais des matières premières auxquelles nous donnons une deuxième vie. On a des fournisseurs de matières qui sont très surprenants ou que nous allons chercher. Vous prenez le mine de Rungis, le marché d'intérêt national, donc qui regroupe à côté de Paris tous les producteurs ou une grosse partie des producteurs de produits alimentaires. Un de nos très gros fournisseurs, c'est les poissonniers du mine de Rungis, où on reprend les barquettes dans lesquelles ils ont transporté le poisson, on les nettoie évidemment dans l'usine où on fait ça sent un peu le poisson d'ailleurs, et on en refait un isolant thermique de très haute performance. Ici à Strasbourg, on a monté une unité qui prend des plastiques qui ont déjà eu un premier usage et des plastiques à usage unique, pour pouvoir les transformer en matières premières, pour pouvoir faire des isolants thermiques. Et ainsi de suite. Récemment, nous avons un brevet au niveau mondial qui prend la glacine. Alors la glacine, je ne savais pas plus que la plupart des gens ce que c'était avant qu'on m'en parle. C'est ce papier siliconé sur lequel les étiquettes sont collées. Et vous savez que le commerce en ligne se développe de plus en plus et il colle beaucoup d'étiquettes. Eh bien, ces glacines, il y en a 40 000 tonnes par an en France et 600 000 tonnes en Europe, qui jusqu'à présent finissaient soit enfouies, soit brûlées. On en fait également un isolant après traitement qui est très performant. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses et la circularité des produits est quelque chose de très intéressant et qui va aller dans le bon sens. Et si un jour on arrivait à tout recycler ce que nous consommons, finalement il nous faudrait en excédent de pétrole que l'excédent de consommation, c'est-à-dire le cours de pétrole, je crois qu'il serait très 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 bas, au grand bonheur des autres utilisateurs. Et le delta ne fera sans doute que s'accentuer. Donc, vous nous avez parlé de produits éco-conçus. En général, quand on pense à la transition du monde de l'isolant, on pense aux isolants biosourcés. Bien sûr. Et là, vous avez des produits qui, à l'origine, sont en CO2 négatif, puisque d'un côté, vous avez la fibre de bois. Donc, tout le monde sait que le bois, lorsqu'il pousse, il capte du CO2. On le défibre, on en fait un isolant thermique très intéressant, qui a une caractéristique que beaucoup d'isolants n'ont pas. C'est que, bien évidemment, il protège l'hiver. Ça, c'est ce qu'on attend. Mais comme on parle de réchauffement climatique, il permet d'améliorer votre confort d'été. Et la ouate de cellulose qui est juste à côté, qui est également un isolant qui est fait à base de papier ayant eu un premier usage. Alors on le sait, le papier journal est quelque chose qui va en décrescendo, et c'est bien pour ça qu'on a travaillé sur des matières premières comme la glacine, et que nous travaillons également sur le fait de transformer le carton qui a eu un premier usage pour faire un isolant très performant. C'est juste deux exemples. Vous m'aviez dit que j'avais très peu de slides pour faire une présentation, donc j'ai essayé de faire très très simple, et j'espère que j'étais très clair. Et ce travail qu'on doit faire sur le CO2, c'est passionnant parce que, vous savez, dans le temps, lorsque vous aviez fait des études de commerce et que vous vous retrouviez à la tête d'une entreprise, il était assez usuel de revoir les processus internes pour pouvoir faire des économies. C'était un peu, bon, pas terrible. Le CO2, ça paraît exactement du même principe, sauf que c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est un sujet qui est passionnant, qui est novateur. Et puis finalement, alors chacun peut avoir sa conception de l'explication du réchauffement climatique. Il semblerait qu'aujourd'hui, les climato-sceptiques soient un peu moins nombreux que lorsque Trump était président. Mais finalement, on n'en sait rien. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat technique, je n'ai pas la capacité d'y répondre. Mais par contre, c'est un peu comme le pari de Pascal. Nous n'avons rien à perdre à essayer d'améliorer. Et quelle que soit l'amélioration, il faut la faire et l'entreprendre avec beaucoup d'enthousiasme et énergie. Parce que s'il s'avère que c'était vraiment l'homme qui a changé le climat, alors là, on regretterait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Ben, ça forme une magnifique conclusion, pleine d'optimisme. Merci. Merci infiniment à vous, Pierre-Étienne. Merci. Bin Shadler. Merci. Je vous propose qu'on continue notre panel en nous rendant cette fois sur le terrain de l'énergie, avec Lucas Weiss, qui est directeur général de Voltec Solar, une société fabricant de modules photovoltaïques. Bienvenue, Lucas, à mes côtés. Lucas, c'est presque...
J'allais dire c'est presque de la triche. Quand on pense transition énergétique. Souvent le réflexe c'est transition énergétique. Et quand on pense transition énergétique, on pense énergie renouvelable. Et quand on pense énergie renouvelable, on pense solaire. Donc on se dit vous êtes en plein cœur de la matrice. Que fait Voltec et comment absorbez-vous les questions qui sont les nôtres là depuis ce matin des objectifs de neutralité qui s'avancent devant nous? Oui, c'est de la triche, oui. Donc bonjour et merci pour l'invitation. J'espère que j'arriverai à être aussi captivant que l'intervenant précédent en vous parlant de panneaux solaires. Donc oui, je suis Lucas Weiss, directeur général de Voltec Solar. Donc Voltec Solar est un industriel fabricant de panneaux solaires. On est le premier fabricant français de panneaux solaires. On a aujourd'hui une capacité de 200 MW, donc on met sur le marché chaque année 500 000 panneaux solaires, donc pour des applications qui vont aller assez naturellement vers le bâtiment. Ça participe de la démarche d'éco-conception qu'on suit. Puisque, enfin, notamment, on considère que c'est pas forcément une bonne idée d'aller couper des forêts pour installer des panneaux solaires. C'est des projets qu'on voit encore en France. Donc, on a vraiment une stratégie qui va s'orienter autour du bâtiment, des ombrières de parking. Donc, dans une dynamique de double usage des sols pour essayer de maximiser l'usage des sols et d'avoir l'impact aussi neutre que possible sur l'environnement. Donc, enfin voilà, pour en revenir à Voltec, c'est une société qui emploie aujourd'hui 120 salariés. On est basé à Dinsheim, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et donc voilà, c'est une société qui a 10 ans aujourd'hui. Alors le solaire est une technologie dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors c'était pas forcément le cas hier. Donc dans les 10 dernières années, elle est devenue rentable entre-temps. Voilà, elle est devenue rentable alors très récemment et c'est vrai que l'augmentation des prix de l'énergie, qui est une vraie problématique pour de nombreux acteurs, d'ailleurs pour nous aussi puisqu'on consomme aussi de l'énergie, elle constitue une très bonne opportunité pour le solaire. Donc l'énergie solaire, enfin voilà, comme c'était évoqué en préambule, c'est aujourd'hui l'un des principaux leviers de la transition énergétique. C'est devenu l'énergie la moins chère, la plus rapide à mettre en œuvre. Celle qui génère le moins d'impact, puisqu'on réfléchit souvent aussi à l'éolien, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent le critiquer. Voilà, le solaire peut s'intégrer dans le paysage de manière beaucoup plus simple, et c'est aussi l'une des sources d'énergie qui est les plus résilientes, parce que notamment en cas de sécheresse, on parle de changement climatique, on se rend compte que les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour être refroidies, que l'éolien va peut-être, enfin le vent va peut-être souffler un peu moins fort quand il fera chaud. Que l'hydroélectricité va peut-être marcher moins bien, voilà, le solaire reste présent dans ces cas-là. J'ouvre une petite parenthèse. On voit à l'échelle de la douzaine de filières et de décideurs qui se prêtent à l'exercice de la tribune là, qu'il y a certaines industries qui peuvent être un peu menacées ou bousculées par la transition et qui doivent du coup chercher à s'adapter, trouver des nouveaux créneaux, transformer leurs produits. Et puis d'autres qui sont au contraire qui ont largement le vent dans le dos. Et vous parliez des ombrières de parking, vous avez eu des bonnes nouvelles, je crois, récemment à ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement des nouvelles réglementations qui sont favorables au solaire. Après, c'est vrai que, j'aime bien me plaindre, c'est peut-être mon côté industriel, mais il y a beaucoup de la réglementation qui passe est en faveur du solaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est en faveur de l'industrie française du solaire. Ah. Alors venons-y, parce que c'est une des pistes là d'avenir pour Voltec Solar. Et puis c'est souvent une des limites qui revient dans les conversations. Quand on dit renouvelable, on dit ah oui d'accord, mais c'est fait en Chine. Je le dis comme le disent les gens le dimanche à table. La réindustrialisation, le réoutillage français, c'est une piste pour vous. Tout à fait. Donc, on est vraiment en train d'essayer de remettre l'industrie et surtout la souveraineté en France et en Europe sur le sujet du solaire. Et donc, on se sert notamment beaucoup de tout ce qui impacte carbone sur ce sujet. Aujourd'hui, voilà ce qui est dit le dimanche à table, le solaire vient de Chine. Alors, c'est quelque chose qui est réel, mais qui cache une très grande diversité de constats, puisque voilà, on est sur
sur 95% des panneaux qui est produit en Chine, mais on va être sur du 98-99% des cellules, mais que 80% du polysilicium. Et on se rend compte quand on regarde un petit peu le mapping, alors on va trouver 8 étapes de la chaîne de valeur dans le solaire, et finalement toutes les étapes d'extraction et de purification du silicium, qui sont les étapes qui consomment le plus d'énergie, on en trouve beaucoup en Europe, notamment en Norvège, en Allemagne. Et donc on peut aujourd'hui prétendre à la souveraineté sur la partie matériaux, mais on a une problématique au niveau du procédé. Et donc c'est un sujet que Voltec Solar adresse directement. Donc Voltec n'est présent que sur l'une des dernières étapes de la chaîne de valeur, qui est la fabrication de modules, qui entre nous c'est un petit peu l'étape la plus facile. Voilà, on reste une petite société. Cela dit, dans le cadre de notre développement de ces dernières années, donc depuis 2015, on a entamé une vraie démarche d'éco-conception structurée pour réduire l'empreinte carbone. Donc il faut garder à l'idée que le solaire fabriquer des panneaux solaires, ça consomme beaucoup d'énergie, notamment sur les prochaines étapes, et ça reste quelque chose qui est très fortement carboné dans les étapes de fabrication. Donnez-nous quelques pistes dans cette démarche d'éco-conception qu'est la vôtre. Et donc, la première des étapes, ça a été d'aller chercher des fournisseurs bas carbone. Et donc, très tôt, on est allé chercher notre silicium, nos fabricants de lingots, de plaquettes, en Norvège. Et on a établi des partenariats depuis 2017 avec des fabricants norvégiens qui nous permettent d'aller chercher des valeurs carbone très faibles. Et donc, on a longtemps été leader sur cette partie du bas carbone, en développant une des empreintes carbone parmi les plus faibles du marché. Donc on est 2 à 3 fois plus bas en termes d'empreinte carbone qu'un module qui va venir de Chine. Et alors après, c'est vrai qu'on est obligé de prendre des composants de Norvège, de les envoyer en Chine pour les retraiter et de les ramener. Alors voilà, en toute transparence, c'est ce qu'on est obligé de faire. Mais les composants qu'on fait voyager, c'est les composants les plus légers. Puisque quand on fait venir un panneau de Chine, on fait venir une plaque de verre qui fait 20 kg. Voilà, nous, nos plaques de verre, on les source en Allemagne. Pendant 10 ans, on a utilisé l'usine de Mannheim, de Saint-Gobain. Donc on cherche à se sourcer localement. Donc on a vraiment une vision complète sur cette chaîne de valeur. On a évidemment travaillé sur notre procédé avec le plus simple, ça a été d'installer des panneaux solaires sur le toit, c'était simple à faire. L'installation d'une centrale biomasse pour tout ce qui est besoin en chaleur de l'usine, tout ce qui est déchets de production. Isolation des bâtiments, etc. Et aujourd'hui, un des plus gros leviers qu'on a identifié, et c'est souvent ce qu'on discute aussi le dimanche à midi, c'est le sujet du recyclage des panneaux solaires. Donc, d'un point de vue général, et pour prendre un peu de hauteur, l'énergie solaire, c'est devenu une énergie qui est très demandée dans l'ensemble du monde. Et d'ailleurs, la France est même plutôt assez frileuse sur le sujet. On en installe 5 fois plus en Allemagne et 10 à 20 fois plus en Chine, par habitant. Il y a moins de soleil en Allemagne. Et il y a moins de soleil en Allemagne, oui. Et puis plus de nuages liés à la pollution en Chine. On va donc... et on en ressent déjà les effets aujourd'hui. Il y a de la tension sur la matière première. On ne trouve plus suffisamment de silicium pour répondre à la demande. Et on a déjà identifié que pour répondre aux besoins de la transition énergétique à l'échelle mondiale, si on respecte les courbes d'approvisionnement du solaire, il n'y aura pas suffisamment d'argent sur Terre pour fabriquer tous les panneaux dont on aura besoin. C'est un problème. C'est un problème. Et quand on regarde comment il faut faire, il faut réduire la consommation de matière, donc travailler avec des plaquettes plus fines, réduire la consommation de silicium, réduire la consommation d'argent. La problématique, c'est que pour qu'un panneau soit efficace, on va vouloir augmenter son efficacité. Et plus on cherche à augmenter son efficacité, plus il faut des niveaux de pureté élevés, plus on va consommer d'énergie, plus il faut des technologies performantes, et donc plus on va consommer d'argent. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'industrie du solaire, la voie qu'elle est en train de suivre et qui est complètement aujourd'hui manœuvrée par la Chine, c'est une voie qui est assez peu durable. Et donc, la première des choses qu'on cherche à développer chez Voltec, c'est la notion de circularité. Demain, d'ici 10 à 20 ans, la majorité
l'argent qu'on arrivera à extraire viendra du recyclage et non plus des mines, non plus de l'extraction. Et donc il y a un vrai sujet sur la circularité. Et alors on a une grande chance en France parce qu'on a des éco-organismes et puis des notions d'éco-participation qui font que la filière française est beaucoup plus structurée que n'importe quelle autre filière. On a aujourd'hui des usines de recyclage de panneaux solaires qui s'implantent en France, qui sont sans commune mesure avec ce qui se fait dans le reste du monde, et notamment l'Allemagne qui a beaucoup plus de panneaux, a de gros problèmes de recyclage de ces panneaux. Et donc en France, on a la possibilité en tant que Voltec, premier industriel, de travailler directement avec les recycleurs pour créer des systèmes de démantèlement de panneaux, et on arrive à créer les premières boucles de circularité sur les matériaux, donc notamment sur le verre solaire qui constitue 80% du poids, ou sur l'aluminium. On va arriver à créer les premières boucles de circularité sur le solaire. Une dernière question pour conclure sur votre démarche d'éco-conception en général. Si je le formule de manière un peu brute, c'est pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Je reformule. Est-ce que c'est devenu pour vous un argument de vente vis-à-vis de vos clients et c'est une manière de se démarquer vis-à-vis de la concurrence, par exemple? Alors, ça a avant tout été un argument de vente. Donc, on est entré en 2015 dans une démarche d'éco-conception. Donc, il y a déjà 7 ans. C'était avant tout opportuniste, puisqu'il y avait des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie qui étaient basés sur la valeur carbone. Et donc, Voltec a pu se développer. On a triplé notre capacité de fabrication grâce à notre capacité à produire des modules bas carbone. Et donc, toutes les premières démarches qu'on a faites avec la Norvège ont d'abord été faites dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on s'est vraiment pris au jeu. Et donc, il y a une bonne partie de l'équipe de Voltec qui est vraiment devenue des activistes de l'environnement et du bas carbone. Et c'est effectivement aujourd'hui devenu notre principal levier de différenciation avec la Chine. On est quand même face à une économie chinoise, qui est sans commune mesure. Hein. Les fabricants chinois sont 100 fois plus gros que Voltec aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on se positionne face à ça? C'est justement au travers de la circularité, au travers de l'empreinte carbone. Et donc aujourd'hui on a un nouveau développement chez Voltec qui va démarrer et dont l'achèvement entre guillemets est prévu pour 2030. On va sortir une nouvelle technologie de panneaux solaires qui va être basée. Alors toute la réflexion qui a été menée a été faite sur la base du low-tech. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié l'intervention, le sujet précédent, parce que avec le panneau solaire on trouve un objet qui est high-tech dans la manière de le fabriquer, mais qui est low-tech dans son usage, puisque n'importe qui peut prendre un panneau solaire et l'installer dans son jardin et produire de l'électricité. Et on est vraiment et on s'est dit quand on veut faire de la haute efficacité, on va pas dans le bon sens, on ne construit pas une filière qui est durable. Pour aller dans quelque chose de durable, on va aller chercher à faire du low-tech. Et donc on a pris le parti de diviser le panneau solaire en deux et d'aller chercher des couches de faible efficacité qui vont nous permettre de réduire très fortement l'impact environnemental, donc notamment avec de la couche mince qui va nous permettre de réduire l'usage des matériaux et la quantité d'énergie, et avec du silicium qui proviendra de silicium recyclé. Donc avec des couches que je qualifierais de low-tech, on va en mettre deux l'une sur l'autre avec des couches semi-transparentes et on va arriver à créer des efficacités jusqu'à 30%. Contre 23% pour les meilleures technologies disponibles aujourd'hui. Donc on va aller chercher à faire de la très très haute efficacité tout en ayant une approche low-tech, et donc on se différencie assez fortement de nos concurrents chinois par cette approche. Super, magnifique. Eh bien, on suivra ça avec énormément d'intérêt. Merci Lucas Weiss, merci Voltec. Merci beaucoup. Et j'accueille à présent Stéphane Marcinac. Oui, c'est ça. Stéphane Marcinac, président de Sauter Régulation France, comme son nom l'indique, leader sur les questions de régulation et d'automatisation. Tenez, saisissez-vous du micro. Un peu la même question qu'aux uns et aux autres pour démarrer notre conversation. C'est comment vous, en tant que capitaine d'industrie, en tant que chef d'entreprise, vous vous situez? Où êtes-vous aujourd'hui et où allez-vous à la lumière des questions de transition qui sont les nôtres?
Alors, déjà, un bref rappel de l'activité de Sauter Régulation. Le groupe Sauter, qui existe depuis 1910, travaille sur l'imotique des bâtiments, essentiellement, donc travaille essentiellement sur la gestion et l'optimisation des énergies et des fluides. Alors, comment on contribue aujourd'hui à l'accélération de tout ce que l'on observe? Je dirais on va dire plutôt qu'on est beaucoup aidé par le contexte réglementaire, comme pas mal de nos confrères qui travaillent sur la même activité, où enfin, je dirais, les situations permettent aux utilisateurs finaux et au personnel qui détiennent certains actifs de comprendre réellement l'intérêt de l'imotique pour l'environnement durable et pour la planète. Donc actuellement, on a une montée en notre activité de base contribue largement à cette action d'amélioration de l'environnement. Donc ce que vous nous dites, c'est que votre offre de valeur et vos services au point de départ ont une valeur intrinsèque importante, ce qui ne vous empêche pas de réfléchir aussi à agir au sein du groupe. Alors après ça, ensuite il y a la stratégie du groupe, puisque bon, pour rappel, le groupe Sauter est un groupe suisse dont la tête de pont est à Bâle, avec les équipes de recherche et développement, et on dispose, donc on représente 3300 collaborateurs avec un volume d'activité de 500 millions d'euros. Mais bien sûr, on travaille pour contribuer à l'amélioration de l'environnement, mais on s'applique également ces principes. Alors, on s'implique premièrement dans le respect des conditions de travail que l'on met à nos collaborateurs, également dans la diversité, la stratégie de diversité des recrutements, qui est encore, je dirais, qui s'accélère aujourd'hui avec la pénurie des compétences, où je dirais ça nous ouvre des pistes de recrutement auxquelles forcément certains de nos collègues dans d'autres filiales n'avaient pas forcément pensé, aller reprendre des compétences à l'étranger. On nous utilise également, je dirais, on met en place dans chaque filiale un suivi de ses performances, en mettant en place dans chaque filiale à travers l'ESG et l'accompagnement avec une société qui s'appelle Ecovadis, le suivi de la mise en place des politiques de RSE de chaque filiale. Alors il faut savoir qu'on a des politiques très décentralisées. Le groupe a sa tête de pont à Bâle, mais chaque personne qui gère une filiale est assez autonome avec des directives qui nous sont données. Donc voilà, nous, on a commencé cette année. L'Allemagne a déjà terminé toute cette démarche. L'Angleterre également, puisque ce sont des pays, on va dire que les pays anglo-saxons étaient beaucoup plus sensibilisés sur ces approches depuis très longtemps, contrairement aux pays latins qui commencent, je dirais, vraiment à mettre en place ces structures. Pour aujourd'hui, on peut dire que 60% du groupe a mis en place une politique RSE qui s'applique à l'ensemble des entreprises. RSE, innovation, dans la gouvernance, pour vous, on voit ce que ça peut impliquer, mais dans les faits, quelles sont les frontières, les nouvelles frontières du groupe Sauter? Alors, dans les faits, c'est difficile. Enfin, pour nous, c'est... Parler de digitalisation de votre activité, la digitalisation, par exemple. je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, les solutions de digitalisation que l'on propose aujourd'hui, il faut savoir qu'on les propose depuis très longtemps, comme beaucoup de nos confrères, mais qu'elles n'étaient pas forcément acceptées ou comprises. L'utilité n'est pas forcément acceptée ni comprise par nos clients. Je dirais que le contexte sanitaire que l'on a vécu ces dernières années a permis à nos clients de bien comprendre, je dirais, l'intérêt de prendre la main à distance, par exemple, sur des installations, pour faire un premier diagnostic ou un premier bilan. Alors qu'avant, on nous demandait systématiquement d'envoyer des collaborateurs sur site. Aujourd'hui, ces solutions de digitalisation qui étaient déjà développées sont beaucoup plus utilisées et beaucoup plus comprises et acceptées par l'ensemble du marché. Voilà. C'est un peu
C'est un peu toute l'histoire du groupe Sauter, j'ai envie de dire, parce que vous m'avez aussi dit que de manière générale, la transition, qu'on comprend mieux, que vos interlocuteurs comprennent mieux aujourd'hui ce que vous faites que il y a 5, 10 ou 15 ans en arrière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, mais c'est plus en fait, c'est le contexte qui nous a amené à pouvoir mieux faire comprendre nos actions et notre activité. Après, ce contexte, comme il est mieux accepté, il nous permet de mieux investir dans des innovations, notamment sur la digitalisation complète de nos solutions, alors qu'avant on avait beaucoup de solutions hardware. Le hardware consomme beaucoup de CO2, puisque la construction d'un automate, la fabrication d'un automate, consomme beaucoup plus de CO2 que la conception d'un logiciel. Après, il est vrai qu'il faut utiliser les plateformes hébergées. Le tout est de bien préciser l'équilibre entre l'une solution et l'autre. Et puisqu'on en est à parler du contexte général, vous évoluez dans un contexte réglementaire également. Tout à fait. Qui vous pousse un peu dans le dos. Alors, qui nous pousse beaucoup dans le dos, surtout en France, avec le décret tertiaire, où je dirais que depuis juin, surtout, on constate, même si le décret tertiaire, on en parle beaucoup depuis très longtemps, enfin très longtemps, c'est 2-3 ans au moins, les gestionnaires d'actifs ont vraiment pris conscience en juin de cette année qu'ils avaient une obligation à respecter en septembre, sur la mesure de leur consommation énergétique. Et là, ça a boosté, je dirais, l'ensemble de l'activité de la filière, aussi bien de Sauter que d'autres confrères qui font la même activité. Alors, on l'observe au niveau européen, mais peut-être que ce qui aide au plus au niveau français, c'est aussi la crise du coût de l'énergie. Chose qui n'était pas forcément, l'énergie étant pas chère en France, peut-être que les gens étaient moins sensibilisés à ça que dans les autres pays européens, et ce qu'on constate quand on discute avec nos collègues des autres filiales. Peut-être un dernier mot sur les verrous que vous aimeriez voir sauter, sur les freins qui peuvent encore se poser à vous. Alors, les freins, c'est surtout la maîtrise des technologies, je dirais les compétences. Aujourd'hui, par les usagers, vous voulez dire? Par les usagers, oui et non. Oui, par les usagers, mais aussi par nos collaborateurs. Je dirais qu'il y a une évolution technologique qui est très très importante. Donc, on a une obligation, de former nos collaborateurs qui n'ont pas toujours la chance d'avoir les bases de cette évolution. Donc on travaille actuellement, notamment avec l'Université de Haute-Alsace, à la mise en place de formations intensives sur la montée en compétences, sur la digitalisation. Ensuite, on est amené également à sensibiliser, je dirais, les donneurs d'ordre à l'éthique des bâtiments connectés. Par exemple, on nous demande des fois de développer des projets, mais avec un smart building, avec une solution émotique, vous pouvez collecter des données, énormément de données, et je pense qu'il est important, il est de notre responsabilité de sensibiliser les donneurs d'ordre aux obligations et les accompagner à mettre en place les précautions d'usage, surtout sur le marché français. Je dirais qu'il y a d'autres de mes collègues dans d'autres filiales ont moins cette obligation, enfin obligation l'ont quand même, mais je dirais par exemple vous êtes à Singapour, vous faites un bâtiment connecté, le RGPD ils ne connaissent pas. Voilà. Alors qu'en France, bon, c'est plutôt culturel. Après, je dirais qu'aussi, le gros avantage de ces évolutions permet de convaincre les jeunes collaborateurs. C'est-à-dire que notre activité est vraiment, quand les collaborateurs, les nouveaux, constatent que l'on contribue sérieusement à l'amélioration de l'environnement, et ils sont vraiment motivés pour nous rejoindre et de venir nous accompagner pendant quelques années. C'est très clair. Merci beaucoup, Stéphane Marcinac. Merci pour ce témoignage. Nous concluons à présent notre tribune des décideurs avec Christine Muscat, qui est directrice générale de Knauf France, entreprise naturellement bien connue. On revient sur
la question des isolants, mais pas que. Soyez la bienvenue. Christine Muscat, prenez place. On a esquissé tout à l'heure un peu les raisons pour lesquelles vous êtes évidemment là au cœur, avec votre gamme de produits, au cœur de l'effort de transition qu'on a à produire. Vous aussi, le contexte forcément change pas mal de choses, mais peut-être commençons par les deux volets sur lesquels votre offre est intéressante, sur la matière, qu'il s'agit de décarboner, mais aussi sur les usages finaux, sur les bâtiments qui consomment moins à la fin. Mais commençons peut-être par la matière, sur ces tonnes de matière dont on parlait tout à l'heure, qui vont servir à isoler la France. Vaste ambition. Donc bonsoir à tous. Alors, parlez bien. Oui, pour resituer Knauf, nous sommes un des leaders mondiaux des matériaux de la construction destinés à la construction sèche, à l'isolation. Et donc, on est en effet au cœur du réacteur avec alors la matière. Pour répondre tout de suite à la matière, je pense que la première chose qu'on peut en dire, c'est que nous cherchons à décarboner aussi la matière. Mais je propose qu'on y revienne ensuite sur les actions qui sont menées spécifiquement sur le sujet. Je dirais que décarboner le bâtiment, pour nous, c'est un double enjeu. C'est participer à décarboner la construction du bâtiment, en offrant des solutions qui permettent une construction plus légère, ce qu'on appelle la construction sèche légère, où là on va effectivement opter pour des solutions moins carbonées, moins consommatrices d'eau, en tout cas moins que des solutions traditionnelles comme la maçonnerie, comme la paroi béton. Et donc en engageant moins de matière, on fait aussi des économies. Et on fait aussi, je dirais, des économies de structure, puisque la construction étant plus légère, il y a moins à porter. Donc on engage moins de béton, on engage moins d'acier. Et donc tout ça participe de la décarbonation en phase de construction. Et donc là, j'aimerais soulever un sujet qui est celui de la sobriété des matériaux. Et effectivement, on évoquait ce point un peu plus tôt. Ne pas trop engager, ne pas... Alors, je ne devrais pas dire ça parce qu'on est fabricant d'isolants, mais ne pas trop isoler. En tout cas, ne pas surenchérir sur les solutions parce que parfois on engage trop. Et comme je le dis souvent, la meilleure ressource, c'est celle qu'on n'engage pas. Et la meilleure matière, c'est aussi celle qu'on n'engagera pas. Donc, la phase de construction est vraiment essentielle dans la décarbonation des bâtiments. La deuxième phase, c'est celle de l'exploitation opérationnelle. Donc là, nous sommes effectivement pourvoyeurs de solutions d'isolation thermique. Donc on participe à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et toute meilleure efficacité énergétique induit moins de consommation. Donc on est aussi dans la décarbonation. Effectivement. Et peut-être du coup maintenant pour aller sur la matière, parce que c'est décarboner cette matière-là, c'est un enjeu d'innovation pour vous. C'est là où vous avancez, en tout cas avec des nouveaux produits qui doivent sortir pour répondre à ces nouvelles attentes. Tout à fait. Alors, même chose que pour le bâtiment, dès la conception de nos produits, nous travaillons à cette sobriété sur la matière engagée. On a notamment sur la partie construction sèche lancé, nous sommes les premiers sur le marché, en France en tout cas, à avoir lancé une plaque de plâtre allégée. Donc on a 25% de poids en moins. Donc encore une fois, on engage moins de matière. On transporte aussi plus. Donc il y a aussi une incidence sur l'empreinte carbone du transport. Donc on est dans une cascade, je dirais, vertueuse. Nous travaillons aussi sur nos matières premières et sur nos énergies en cherchant à substituer les énergies et les matières premières des filières conventionnelles par des ressources renouvelables, alors provenant essentiellement de la biomasse. Nous avons un isolant en polystyrène expansé, le Nexterm, qui est donc produit à partir de bionafta et de biogaz, et dont l'empreinte carbone est divisée par 4 par rapport à Qu'est-ce que le bionafta, pardon, pour un... Alors, on n'est pas sur des dérivés pétrolifères, on est sur des ressources renouvelables. Donc, on travaille aussi à modifier les matières premières et les énergies que nous engageons pour produire nos produits.
Et puis, dernier axe, le produit biosourcé, dont on parle beaucoup. Alors, nous avons également effectivement des produits en laine de bois, ou un produit qui s'appelle le Thermasoft Natura, qui est fait à partir de coton, de jute et de lin. Donc on est à la fois sur du produit biosourcé et sur du produit recyclé, puisque le coton est dans ce produit une matière recyclée. Bon, ça me conduit à parler aussi de recyclage. Donc nous recyclons aussi en collectant des déchets de chantier, notamment sur les isolants polystyrène, que nous collectons et que nous ramenons dans nos usines. Donc pour c'est les des réintégrer. isolants qui sont recyclés en isolant. Absolument. Donc, et là, c'est une démarche qui s'appelle Knauf Circular, que nous avons initiée il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, voilà, on est effectivement sur le recyclage et le réemploi. Qu'est-ce qui semble le plus prometteur parmi ces pistes? J'ai envie de dire tout à la fois, c'est-à-dire que autant dans la conception des produits que dans leur nature intrinsèque, que dans les énergies ou les matières que nous utilisons pour les fabriquer, je pense qu'il faut pouvoir chasser toutes les pistes à la fois. Et puis, alors je vais peut-être choquer en disant ça, mais il y a des produits qui sont aussi traditionnels, qui existent sur le marché depuis longtemps, et il ne faut pas, je dirais, bannir soudainement tous ces produits performants à la lumière des produits biosourcés qui alimentent beaucoup le sujet de la décarbonation aujourd'hui. Il y a des produits qui sont extrêmement performants, même s'ils sont anciens, et je pense qu'il est important de bien regarder les valeurs et les performances intrinsèques de beaucoup de produits. Ce que vous nous dites finalement, c'est qu'il n'y a pas de solution à taille unique. Non, et tant mieux, parce que sinon, je pense qu'on se priverait d'un certain nombre d'opportunités. Il faut être dans la transition énergétique ou la transition environnementale, c'est dans la transition tout court. On est vraiment dans une transformation, et c'est un élément essentiel dans nos entreprises aujourd'hui que d'avoir, je dirais, tous les sens en éveil pour pouvoir exploiter toute opportunité de mener à bien et d'accélérer cette transition, qui est vraiment, j'insiste, pas uniquement une transition environnementale, mais aussi une transition pour nos entreprises, parce qu'il faut apprendre à faire différemment, sortir des sentiers battus et rebattus, et faire de quelque chose d'assez complexe parfois, quelque chose de simple, pour qu'on puisse effectivement s'attaquer à ce vaste sujet. Qu'est-ce qui, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous met le plus de vent dans les voiles, qu'est-ce qui vous pousse le plus dans le dos? Est-ce que c'est une réglementation qui évolue et qui vous pousse à innover, à développer des nouveaux produits, ou est-ce que c'est une demande aussi quelque part qui change du côté de vos clients? Alors, il est vrai que la réglementation, la RE 2020, nous aide quelque peu, c'est un fait. Après, on a un nombre extrêmement important de passoires thermiques en France. Donc, quand l'ambition, c'est d'en traiter 700 000 par an, bon, si on en fait la moitié déjà, ce sera un grand progrès. Bon, il est évident que la rénovation énergétique est extrêmement porteuse pour le fabricant d'isolants que nous sommes. Donc oui, on est effectivement, c'est un relais de croissance, c'est évident. Encore une fois, il faut que ce soit fait intelligemment et ne pas en faire, je dirais, le Graal. Chaque rénovation finalement énergétique peut avoir une solution. Les solutions sont vastes. À nous d'être en capacité de proposer celles qui, à la fois, apporteront la solution énergétique qu'on attend avec des solutions qui soient les moins carbonées possibles. Un dernier petit mot, je pense que je ne l'ai pas dit, et je vous présente mes excuses à ce sujet, mais en introduction, sur le fait que parmi vos produits, il y a la BA13, qui est très importante, et là on revient sur le point de départ de notre conversation, à savoir la légèreté qui fait partie des pistes. Il n'y a pas juste changer de matériaux pour aller vers du biosourcé ou du recyclé, il y a aussi mettre en œuvre moins de matière, et c'est des pistes que vous avez en tête. C'est-à-dire que, enfin, c'est le point que je voulais soulever. La plaque de plâtre est un produit qui
qui date, on va dire, du début des années 40, inventé aux États-Unis. Donc on n'est pas sur un produit nouveau, loin s'en faut. Par contre, c'est un produit qui n'a jamais cessé d'évoluer et surtout, c'est un produit qui prend tout son sens, toute sa valeur dans les modes constructifs tels qu'on les connaît, enfin tels qu'ils commencent à émerger aujourd'hui et qui seront en fort développement demain. Et donc je fais de nouveau référence à la construction légère. Donc oui, ce produit de commodité a probablement un avenir encore tout à fait radieux devant lui, et puis surtout d'autres expressions de la plaque de plâtre avec des performances particulières qui vont permettre de répondre à des problématiques de façade légère. Donc on travaille à mettre cette plaque de plâtre en extérieur pour amener des solutions qui permettent d'alléger encore une fois la construction. Merci Christine Muscat. Merci à vous. C'est très clair. Très bien. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.